Aujourd'hui, on va parler, du Maroc. Ça fait plusieurs années maintenant, que je suis responsable de cette destination, chez Caravanier, que j'affectionne particulièrement. J'ai eu la chance d'y aller, pour, plusieurs raisons, que ça soit personnellement avec ma petite famille ou alors, lors de voyages, de groupe, Caravanier. Je connais bien l'équipe sur place, puis j'ai pu, explorer plusieurs régions et c'est vraiment toujours un plaisir d'y retourner. L'équipe locale, ça fait, au moins 18 ans qu'on travaille avec eux maintenant, donc ça fait vraiment longtemps qu'on les connaît. Une équipe, hyper solide, hyper soudée aussi sur place. On travaille, il y a Marie Lassène qu'on voit, au centre, Lassène ici qui est notre responsable sur place, Marie aussi. Il y a Samira, plusieurs, guides, sur la photo, qui sont vraiment des guides, réguliers, sur nos groupes, cuisiniers et cetera. Bref, une belle grande équipe. À savoir que notre équipe au Maroc, en fait, le Maroc fait partie des destinations, qu'on propose chez Caravanier, un peu comme le Pérou, ou d'autres ailleurs aussi en Europe, où vous allez être, accompagnés et guidés par, une équipe francophone, donc un guide local d'origine, berbère, qui parle très bien français et qui vous accueille à destination directement, à Marrakech. Ce qui fait que, il y a pas de guide qui part d'ici du Québec, mais vous êtes accueillis sur place, en sachant que je veux dire, on leur fait entièrement confiance, évidemment. Ça fait tellement longtemps maintenant qu'on travaille avec eux, qu'ils nous connaissent bien, qu'ils connaissent bien nos itinéraires, nos groupes, qu'il va de soi là que ce sont, des guides, caravaniers, mais à destination, donc qui vous accueillent. Alors, voilà pour la belle grande équipe, comme je le disais, équipe majoritairement berbère. À noter que, oui, les Berbères sont un peuple, majoritaire, en tout cas une ethnie majoritaire, du Maroc, avec une identité très forte qu'on retrouve, autant, surtout même dans les montagnes, mais qu'on peut retrouver aussi, ailleurs, que ça soit dans les nomades du désert ou, d'autres ethnies aussi, qu'on retrouve dans les massifs plutôt, pré-sahariens. On a la chance de les croiser à plusieurs reprises sur nos itinéraires. Le fait d'être accompagné par une équipe aussi, berbère, nous permet de faire un pont, plus facilement entre les différents, villages et toutes les personnes qu'on va croiser sur notre chemin, ce qui crée vraiment un lien et un contact, privilégié, je trouve. Un mot, donc aussi pour la présentation du Maroc. Donc on est, bordé au Maroc complètement par l'océan, Atlantique, un bout aussi par la mer Méditerranée. En fait, le pays est complètement traversé par le massif, de l'Atlas qui s'étend quasiment sur 2 500 kilomètres là, du nord au sud. Puis ça fait comme une barrière naturelle en fait entre la mer et le désert. Donc on s'est complètement traversé. On oublie souvent que le Maroc, c'est avant tout, en fait, un pays de montagne, parce que quand on regarde la carte comme ça, c'est avant tout, de la montagne qu'on retrouve au Maroc plus que du désert même. Il y a quand même toute une portion, désertique, où on rentre évidemment, dans le désert du Sahara qui ensuite va s'étirer complètement, en Algérie, et ailleurs. Mais cette grande, grande chaîne de montagnes-là, elle va se, répartir aussi en plusieurs, massifs, en plusieurs régions. Donc il y a le Haut Atlas central, le Moyen Atlas qui est un petit peu plus, au nord, puis l'Anti-Atlas qui va être un petit peu plus au sud ici. Donc on offre des itinéraires, de trek, c'est vraiment le paradis de la randonnée, dans ces, 3, grands massifs-là, de l'Atlas, puis évidemment dans la partie, désert qui va être, dans cette région-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait, j'ai comme un peu repensé, nos itinéraires pour, la prochaine année, puis, prochaine édition. Ce qui fait que j'ai comme 3 grands itinéraires de groupe à vous présenter, aujourd'hui et ensuite, il y a toujours nos autres plus petits, je dirais plus petits itinéraires parce que c'est des voyages un petit peu plus courts, peut-être un peu moins soutenus aussi et ces itinéraires, en fait, se prêtent très, très bien au sur-mesure, au voyage en liberté, voyage privé, en fait, ça va tout un peu dans la même dans le même panier. Et on a énormément de demandes comme ça au Maroc, donc vraiment pas hésiter, justement si vous avez un projet particulier, si vous avez le goût de modifier un itinéraire, si vous voulez juste partir entre amis, en famille, c'est tout à fait possible au Maroc. C'est une destination qui s'y prête très, très bien. On a beaucoup de flexibilité dans nos itinéraires. Donc c'est ça. Je vous présente les itinéraires de groupe et ceux qui sont aussi, je veux dire, très, très facilement modulables à faire en liberté, en famille, en privé.
Le point commun, je dirais, de tous nos itinéraires, peu importe, lequel, je vais vous présenter ce soir, en fait, ça va être l'arrivée et les départs parce qu'on a toujours suivi un petit peu la même logique. À l'arrivée, en fait, on a vraiment pris la décision de pas tout de suite arriver puis de s'installer à Marrakech. On garde Marrakech à la fin parce que Marrakech, c'est quand même, bah, je veux dire ultra dépaysant quand on arrive. Ça peut être même un petit peu, déroutant, parce que, ça bouillonne, ça grouille. C'est vraiment, en tout cas, c'est tout un bouillon de vie, à Marrakech. Ce qui fait qu'on préfère se garder cette animation, plutôt sur la fin, puis avoir une arrivée plus tranquille quand on arrive au pays pour se remettre un peu du décalage, puis, avoir une arrivée plus en douceur donc. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on applique dans plusieurs de nos destinations, que ça soit, au Népal, on préfère arriver à Bhaktapur puis terminer à Katmandou. Au Pérou, on arrive à Pisac puis on termine à Cusco. Bref, il y a plein de voyages comme ça où, on a la même logique. Donc quand on va arriver, on va aller dormir tout de suite, on vous accueille à l'aéroport puis on vous amène dans les montagnes, au pied des montagnes en fait, dans une petite auberge qui est ultra ressourçante, ultra relaxante, très très charmante aussi en même temps, qui nous permet une arrivée plus en douceur. Puis on se garde donc Marrakech évidemment pour la fin. Dans tous nos itinéraires, on va y rester 2 nuits, à la fin pour avoir vraiment une journée complète pour pouvoir se balader, visiter la ville à notre rythme. On dort dans un petit riad au centre, au cœur de la médina. Oups et là je vois que ah non si c'est bon. Au cœur de la médina, ce qui fait qu'on est vraiment super bien situé dans les remparts, à savoir qu'un riad, c'est vraiment un petit hébergement à taille humaine. Là, on parle parfois de 6, 7, 8 chambres, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'intimité. Souvent, ça va être des chambres qui sont, je veux dire installées autour soit d'une petite piscine intérieure, soit d'une petite cour, un petit jardin, ce qui fait que ça en fait comme un oasis en pleine ville et Marrakech, c'est vraiment le fun de s'y balader, de s'y perdre même, donc on laisse vraiment la visite de la ville en liberté. Moi, j'adore les souks, je pourrais y rester des heures à juste regarder, me prendre des photos parce que c'est quand même aussi très, très photogénique, je trouve, entre toutes les couleurs, les odeurs, bref, il y a quelque chose qui se passe, à Marrakech, qui est vraiment très, très, très cool. La place Djemaa Afna qui s'anime aussi le soir, qui est très sympathique. Il y a des très beaux musées aussi, donc ce qui fait que c'est une escale intéressante. C'est possible aussi de prolonger, de rester, plus longtemps, soit avant, soit après votre voyage. Bref, c'est très, très facile, de moduler, votre, séjour à Marrakech. Comme je disais, il y a plusieurs choses qui vont vraiment être, qui font partie de la culture marocaine, qu'on va retrouver instantanément dans tous nos voyages. Bah, ça va être évidemment la culture du thé. Le thé à la menthe, fait partie clairement de notre quotidien. C'est clairement un signe, un symbole d'hospitalité, de partage. On marque plusieurs moments comme ça à travers le thé et c'est toujours un bon moyen en tout cas de se rassembler. Que ça soit là, c'était, ma fille à l'époque quand on y quand on avait été dans le désert, que ça soit donc pour se rassembler, pour le goûter, au pied des dunes, bref, c'est toujours un super moment. La gastronomie aussi, au Maroc, je trouve que c'est clairement une de nos destinations où on mange le mieux. Ça reste aussi évidemment très personnel, mais j'ai un parti pris pour le Maroc autant que pour le Pérou, par exemple, ou, d'autres destinations. Mais Maroc, on mange vraiment très bien là. Un exemple parfait du genre de pique-nique qu'on peut avoir le midi. Donc c'est toujours aussi beau que bon, en quantité, des salades composées, que ça soit de pâtes, de riz, de crudités, bref. Les cuisiniers sont toujours, extrêmement, ingénieux pour nous faire à peu près, tout, dans avec quasiment rien ou très peu. Donc oui, ça ressemble beaucoup à ça, à des petits lunchs chauds aussi évidemment parfois. Le soir, c'est toujours aussi, très, très bon, des tagines, des couscous, bref, voilà, la gastronomie au Maroc est toujours mise à l'honneur, même pendant les treks, au milieu de nulle part et évidemment, bah, quand on rentre à Marrakech après, on peut aller se faire plaisir, il y a plein de restaurants, des très bonnes tables aussi. Donc vraiment la gastronomie est mise à l'honneur, dans tous nos voyages au Maroc. Je regarde juste rapidement voir s'il y a pas de petites questions. Parfait. Donc, la piste Oumil Kasba, ça va être notre premier itinéraire dont je vais parler. En fait, ce qui est le fun aussi avec le Maroc, c'est qu'on peut y aller toute l'année. Donc toute l'année, il va y avoir, des possibilités de voyage, que ça soit dans les montagnes ou dans, le plus au sud, dans le désert, par exemple. La piste Oumil Kasba, elle se situe dans la vallée d'Ounila, qui est un petit peu plus au sud de Marrakech et à ce moment-là,
Cette randonnée-là, on peut la faire surtout bah, je dirais de l'automne jusqu'au printemps. Donc, de octobre jusqu'à avril, c'est vraiment le meilleur moment pour aller y marcher. On est encore un peu plus bas en altitude, ce qui fait que ça reste une saison idéale. En fait, on n'est pas encore bloqué par la neige ou quoi que ce soit, on n'est pas trop haut. Donc, c'est très, très agréable. On commence par le Ksar d'Aït Benadou, puis là, en fait, on va aller rejoindre la Casbah de Telouet. Donc, on emprunte des anciennes pistes caravanières de sel, en fait, à l'époque, le sel était encore bien plus, avait beaucoup plus de valeur que l'or, par exemple. Donc, les marchands, les nomades transitaient de de p- points particuliers comme le Ksar d'Aït Benadou, des zones fortifiées, des sortes de haltes, en fait, avant de rejoindre Marrakech pour pouvoir vendre leurs biens. Donc, on va vraiment emprunter, je veux dire, ces anciens sentiers-là. Ensuite, on va donc rejoindre, Telouet, ce qui fait que de Marrakech, on n'est pas non plus très, très loin. On a quand même toujours la barrière de l'Atlas, les montagnes, un col à passer avant de débuter notre trek. Aït Benadou, ça a été vraiment le lieu, bah, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été le lieu aussi de plusieurs, grands films qui ont été tournés sur place parce que c'est vraiment un endroit, vraiment magnifique, assez spectaculaire. C'est comme une ancienne cité fortifiée, qui se visite, aujourd'hui. Donc avec une architecture, très typique du sud marocain. On voit vraiment que ça se fond complètement, bah, je veux dire dans les montagnes et ensuite on va emprunter donc Sentier Muletier. Donc sur ce voyage, on est accompagné, toujours par donc toute une équipe. Dans tous nos voyages au Maroc, vous ne portez qu'un sac à dos de jour et le reste des bagages, est porté par des mules, ce qui fait qu'on n'emprunte que des sentiers muletiers tout le long. On est sur un voyage qui est modéré, relativement accessible à tout, bon, marcheur. On parle de, 4 à 6 heures de marche, bah, en moyenne 5-6 heures de marche par jour. Les dénivelés sont pas trop exagérés. On commence donc à Aït Benadou, c'est quand même un massif qui est présaharien, ça peut être très aride et plus on va, remonter un peu la vallée, bah, on va toujours, je veux dire, longer la rivière Ounila avant de rejoindre un peu les montagnes. Ce qui fait qu'on va vraiment changer d'environnement, de paysage au fur et à mesure. On croise beaucoup de villages parce que c'est vraiment un trek, on marche de village en village. On dort seulement en nuit, en gîte chez l'habitant, je veux dire. Puis les gîtes chez l'habitant, on parle vraiment de petites structures. Souvent, c'est des annexes qui ont été aménagées par les habitants pour pouvoir recevoir, en fait, les voyageurs. Ce qui fait que ça reste quand même assez rustique. On parle de dortoirs aussi, donc on peut pas garantir de chambre double ou privative sur ce voyage. C'est comme des dortoirs, parfois c'est des grands salons marocains et cetera. Mais ça reste toujours très sympathique et chaleureux, comme esprit, de voyage. En passant justement de village en village, bah, on passe par plusieurs, champs. On voit les gens, cultiver, justement les sortes de champs en terrasse. C'est quand même super intéressant. On voit, ça fait comme des petits oasis dans un environnement très aride, très sec et en même temps, des oasis de verdure comme ça. On longe donc la rivière Ounila tout son long, on traverse un canyon. Ça reste très varié. Des beaux villages, comme, celui-ci qui a inspiré entre autres, le peintre, Majorelle qui a passé un long moment dans la région. On peut voir des sortes, d'hébergements troglodytes, des anciens greniers aussi, vraiment imbriqués dans la roche, sur le chemin, bah, signe d'anciennes habitations en fait ou de passage de semi-nomades qui vivaient là, à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est complètement, vide et abandonné ou alors, parfois ils gardent, justement quelques greniers pour y stocker, peut-être, du blé, ou des céréales, l'hiver. Mais sinon, ça reste comme ça. Donc exactement le type de village, ou de vue qu'on peut avoir depuis nos gîtes. Ça en fait un voyage, très accessible, c'est aussi un voyage qu'on peut très bien moduler, qu'on peut faire de façon privative évidemment. On peut même l'adapter avec, des familles et des enfants, je dirais peut-être à partir d'une dizaine d'années, ça peut tout à fait être, accessible, sachant qu'on est accompagné par des mules. Les mules peuvent, aussi très bien, être d'assistance pour, les petites jambes fatiguées. Donc, ça en fait un voyage, accessible. Quand on arrive, vers Telouette, dans le fond, on est, quasiment à 2000 mètres d'altitude. Donc là, on va commencer à avoir une vue un petit peu plus dégagée sur les montagnes, sur le Haut Atlas au loin avec les montagnes enneigées. Donc encore une fois, ça change complètement de ce qu'on a vu, bah, en partant, du Ksar d'Aït Benadou et à Telouette, on est dans une ancienne casbah, mais qui est toujours,
je veux dire, qui est toujours, subventionnée, dans le fond, elle est toujours rénovée, ils en prennent vraiment soin, ce qui fait qu'elle est, très agréable aussi à visiter et donc ça va être notre point final, après ce trek. Donc on parle d'un voyage de 11 jours au total, 6 jours de marche et on retourne ensuite à Marrakech. Donc voilà pour notre premier voyage, la piste Mikasbah qu'on peut faire donc je le répète de octobre à avril. C'est, la bonne saison, sachant que quand on voyage à cette période-là, octobre, novembre, bah, c'est vraiment chouette parce qu'on on va avoir des paysages, d'automne, les fruits, en abondance aussi parce que c'est la saison des récoltes, donc tout ce qui est dattes et cetera. Au printemps, c'est aussi, très chouette parce que là, on va avoir les amandiers en fleurs, les pommiers en fleurs, tu sais? Ça va être vraiment ce genre de paysage printanier. Puis l'hiver, ça se fait aussi très bien, ça reste une saison très agréable aussi, que ça soit janvier, février, mars. Donc on a plusieurs dates, de disponibles déjà sur le site. Ensuite, on a notre voyage, dans le désert, les montagnes volcaniques aux dunes sahariennes. Là, on va être vraiment plus au sud. J'ai ma petite carte ici qui va vous montrer donc au départ de Marrakech, en fait, dans ce voyage, il est un petit peu plus long. On parle de 15 jours de voyage au total et on parle de 2 treks. En fait, il y a 2 portions de trek. On va passer d'abord 4 jours dans le massif du Sahara, vraiment dans un paysage plus volcanique, plus montagneux et ensuite on va aller passer 5 jours vraiment dans le désert, dans les dunes. On va jusqu'au bout de la route et on va aller se balader, en campement nomade. Ce qui fait qu'on a une longue route qui nous attend pour aller rejoindre, notre première portion de trek parce qu'évidemment, faut traverser encore une fois l'Atlas, donc c'est de la route de montagne. Quand on arrive dans le Sarrau, bah, ça se mérite, c'est quand même, une bonne journée de route, mais à mon sens, c'est l'une des plus belles qu'on puisse avoir au Maroc parce que là, on traverse vraiment les montagnes, on a une évolution des paysages, on commence à voir les palmeraies, bref, il y a vraiment, une belle, en tout cas, je trouve que comme introduction, c'est vraiment une très, très belle journée. Et le sarrau, en fait, ça a été, pendant bah, en fait, ça l'est toujours, mais c'est toujours un gros coup de cœur, autant de l'équipe, notre équipe sur place, que des voyageurs. Et souvent, c'est ça qui revient, c'est que les gens s'inscrivent souvent dans ce voyage pour voir les dunes, pour voir le désert, l'immensité du désert et finalement, au retour, ce qu'ils retiennent et ce qu'ils ont vraiment, adoré, ça a été, le sarrau, parce que ça a été comme un effet de surprise. Ils s'attendaient pas nécessairement à y aller pour les montagnes. Mais en fait, le Sarrau, il y a quand même quelque chose d'assez unique. En fait, c'est un massif, de par sa situation géographique là, qui est un peu coincé entre le désert et le Haut Atlas. Bah, c'est comme un massif qui sert de transhumance pour les nomades qui justement, bah, soit vont rejoindre l'Atlas l'été pour faire paître bah, leur bétail ou alors ils reviennent l'hiver, dans le désert pour aller, retrouver, les chaleurs. Donc ce qui fait que c'est quand même assez encore fréquenté par des nomades, semi-nomades aussi qui sont installés dans ce massif-là. Ça reste très sauvage, très volcanique. On voit vraiment qu'il y a de la roche, basaltique là, c'est de la roche noire, très caractéristique aussi qu'on retrouve dans ce massif-là. Ça en reste, très intéressant justement, très peu fréquenté encore. Alors, on en profite et on dort toujours donc en camping. Là, on va être en campement tout le long de ce trek et dans le désert aussi. Même chose, on a encore une fois toujours, le soutien de notre équipe locale avec des mules pour la portion sarrau qui vont porter toute, la logistique. Donc, là, on voit encore une fois le type de paysage vraiment grandiose qu'on peut retrouver dans le sarrau. On est dans un voyage qui est aussi, bah, qu'on catégorise soutenu parce qu'on parle de 9 jours de marche, consécutifs. Même chose entre 6-7 heures, entre 5 et 7 heures de marche par jour. Dans le Sarrau, on s'attend à avoir un petit peu plus de dénivelé forcément que dans le désert, parce que vu qu'on est dans un massif plus montagneux, on va aller rejoindre un col à 2 000 mètres. Donc des dénivelés un petit peu plus, importants, les 2 premières journées avant de rejoindre le col et ensuite on a une bonne descente avant d'arriver sur un plateau. La vie sur les campements, ça ressemble pas mal à ça. On a toujours une grande tente caïma comme ça pour prendre les repas tous ensemble. On a une tente toilette qu'on installe sur les campements. Ensuite, on a des petites tentes, 3 places, mais vous êtes toujours 2 par tente pour les dodos. Et ensuite, bah, quand il fait beau, qu'on peut profiter du dehors, on adore prendre, que ça soit les déjeuners, les lunchs ou le soir, en tout cas en extérieur. Donc on a toujours un petit setup puis une installation, sympathique pour les repas, sinon, à l'intérieur de la tente aussi, évidemment. Donc voilà pour quelques images. Il y a rien de technique dans cet itinéraire.
en général toujours sur des sentiers quand même, qui sont, tracés là, on pouvait le voir au Maroc. La plupart des sentiers sont quand même très rocailleux, donc ça à prendre en considération, surtout dans le choix peut-être parfois des bottes ou des chaussures, mais ça reste, qu'on n'est pas dans quelque chose de technique. Alors voilà pour le sarrau. Après avoir passé ces 4 journées-là, on va descendre en direction de Marmide pour aller rejoindre, notre deuxième portion de voyage de trek, dans le désert et là, ça va être, donc les 5 jours en autonomie complète. On va jusqu'au bout de la route, départ pour les dunes. Là, on change d'équipe. On change juste d'équipe de soutien parce que vous êtes toujours accompagné par le même guide francophone avec le même cuisinier aussi tout au long du voyage. Et là, on va avoir des chameliers avec des dromadaires qui vont porter la logistique dans le désert. On va faire comme une grande boucle finalement, à travers les dunes et même chose, c'est les campements, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, fabuleux aussi dans ce voyage-là, parce qu'on est toujours dans des environnements très isolés. C'est sûr que si vous recherchez un voyage en recherchant une forme d'isolement, de déconnexion, de rapport avec la nature, quand même assez, unique. C'est ce qui bah, c'est clairement ce qu'il offre parce qu'on est dans l'immensité, on a vraiment là, on a pu, je veux dire ça c'est quand on part là, en partant, on voit les montagnes au loin, mais plus on s'enfonce, il y a toujours comme des montagnes, comme point de repère au loin, mais là on traverse pas de village. On pourrait possiblement croiser des nomades ou semi-nomades, mais ça reste, assez, bah, genre en tout cas on est dans le désert, donc c'est plus rare. Peut-être plus courant quand même dans le Sahara. C'est plus varié aussi qu'on ne le croit, le désert. Il peut y avoir même de la végétation. Il y a toujours quelques tamaris pour s'abriter, se mettre à l'ombre aussi pour les repas le midi. C'est pas rare qu'on puisse, voir, quelques petites fleurs, dans le désert quand même. On alterne la marche entre, des ergs et des regs. Donc des ergs, des plateaux dunaires, puis des regs, des plateaux rocailleux. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours en train de marcher dans du sable mou, ça donne une bonne alternance. Donc exemple, là, quand on arrive ou quand on revient, vers la Palmeraie, le type de paysage qu'on peut avoir. Même chose, pas de difficulté particulière, mais quand même entre, 5-6 heures. Là, je dirais que la difficulté du trek, ça va être surtout la gestion de son équipement, de la chaleur. On y va en plein hiver, donc en plein hiver, c'est ça, ce voyage-là, l'idéal, c'est d'y aller aussi de octobre jusqu'avril, parce que c'est vraiment la meilleure saison en plein hiver pour y aller. Ce qui fait que les journées sont quand même très agréables. On parle de, peut-être entre 25-28 en plein midi, mais sinon, on va être autour de 25 degrés de façon générale. La nuit, ça peut descendre quand même assez froid. Puis quand je dis assez froid, je parle peut-être autour de 5 degrés quand on part dans des départs vraiment décembre, janvier, février. Après, on parle peut-être plus de 10-15 degrés la nuit. Là, c'est quand je vous parlais de végétation, c'est plus varié encore. Le lien avec, l'équipe, c'est pas mal ça, parce que dans le premier voyage dont je vous parlais, bah, vous aviez, le lien avec, l'équipe évidemment, mais le fait de passer de village en village, on a quand même un contact avec les gens. Alors que dans ce voyage-là, étant donné notre isolement, bah, le contact qu'on a, bah, c'est vraiment notre équipe. Donc c'est vraiment le fun aussi de se retrouver le soir, parfois autour d'un feu. Souvent, ils sont très, très bons musiciens, donc ils arrivent aussi à nous partager, tout un pan de leur culture berbère et ça, c'est vraiment, vraiment un privilège. Donc toujours des très bons moments aussi, avec l'équipe. Il va sans dire aussi que la lumière, dans le désert est très particulière. Avis aux amateurs de photographie, c'est clair que c'est un super endroit pour s'initier ou pour pratiquer la photo parce que, les couchers de soleil, les levées de soleil sont franchement spectaculaires. Les ciels étoilés aussi. Alors, ça, c'est toujours un conseil que je donne aux voyageurs, c'est profitez-en. C'est unique de dormir dans le désert. Essayez au moins de dormir une nuit ou plus à la belle étoile. Vous sortez votre matelas de sol, votre sleeping, vous mettez dans le creux d'une dune. Pas de danger à cette période de l'année, de se faire embêter par des petites bestioles parce que c'est trop froid en fait, donc ils sont, bien terrés, au chaud. Alors, ce qui fait qu'on a la chance d'avoir le désert à disposition et toutes ces étoiles. Donc, voilà pour ce voyage. Les dates sont déjà, en ligne pour, l'année prochaine. Alors, vraiment, je dirais un de nos itinéraires, les plus, populaires au Maroc. Notre, 3e voyage, de groupe, je dirais de façon régulière au Maroc, ça va être notre voyage dans les montagnes. Là, ça va vraiment être un voyage,
d'automne, disons. Et c'est le voyage de Mgoun et Tessaout. Je dirais que c'est le plus, en tout cas, pour si on veut vraiment voir l'Atlas, les montagnes, puis vivre un premier voyage de montagne, je trouve que c'est le plus complet. C'est un réel coup de cœur de mon bord pour ce voyage parce qu'il est quand même assez long. On parle de 17 jours au total, 11 jours de marche consécutifs. Donc ça nous donne vraiment le temps de décrocher, de faire, on parle pas d'une traversée parce que ça prendrait bien plus de temps que ça pour traverser l'Atlas évidemment, mais on fait quand même une sorte d'immense, traversée en partant d'une vallée, puis on va traverser 3 vallées au total. Encore une fois, on est au sud de Marrakech, donc on retraverse l'Atlas. On va débuter dans la vallée d'Ounila, on va remonter dans la vallée Tessaout, puis on va terminer dans la vallée des Roses. On a vraiment 3 vallées différentes qui nous donnent, des beaux contrastes, une belle perspective, puis surtout, qui nous donnent vraiment la chance d'avoir une belle image, du Maroc, des montagnes, justement de côtoyer aussi les berbères des montagnes. Parce que c'est, comme je disais, une identité très forte, une culture très forte, des villages qui sont, très accueillants, des villages, des villageois très, très accueillants. Et aussi, bourré de charme, parce qu'on passe, par des petits villages comme Mekdaz avec une architecture très, très typique aussi. Ce qui fait qu'on ouais, je trouve que c'est le plus complet. Donc on commence, par la vallée d'Ounila comme je disais. Sur les 11 jours de marche, ben, comme je disais, c'est un voyage soutenu, puis on parle de 6, 7, 8 heures de marche par jour. C'est un voyage qui se porte très bien si vous voulez une première initiation à faire un premier sommet, par exemple, un premier er 4000. Parce que le Mgoun, en fait, c'est le troisième sommet du Maroc qui culmine à 4070 mètres à peu près. Le premier sommet du Maroc étant le Toubkal, qui culmine à 4100 et quelques mètres. Ce sommet-là est quand même très populaire. Bah, premièrement, parce que c'est le premier sommet du Maroc, évidemment, donc souvent il vient cocher des cases. Et aussi parce qu'il est très proche de Marrakech, donc il peut se rejoindre très rapidement. On peut faire l'ascension en 2 jours du Toubkal, ce qui fait qu'il est très très fréquenté. On l'a jamais vraiment proposé en groupe, mais plutôt, pour des groupes privés si jamais, mais sinon, c'est moins, c'est moins, c'est moins ce qu'on aime faire, alors que l'approche du Mgoun, bah, c'est le troisième sommet, mais il est bien plus spectaculaire que le Toubkal. Étant donné qu'il est plus difficile d'accès, l'approche est vraiment plus longue, donc c'est quand même aussi vraiment le fun d'arriver après autant de jours de marche à notre sommet. Et la vue est franchement spectaculaire en haut. Là, vous allez voir, on est dans un environnement assez lunaire. Là, comme je vous disais que c'était très rocailleux le Maroc, ben, quand on arrive au sommet, là, on est vraiment dans ce genre d'ambiance là, très lunaire, avec une roche. Là, c'est plutôt en partant vers l'ascension. Donc, avant de rejoindre notre fameuse crête qui est vraiment magnifique. Donc, encore une fois, c'est un beau mélange, un beau contraste dans cet itinéraire parce que on va dormir en grande majorité sous tente. Donc, ça va être du camping en grande majorité, mais là-dedans, on va quand même avoir quelques petites nuits, peut-être 2, 3 nuits en gîte chez l'habitant. Donc, on aura quand même l'occasion de traverser des villages. On va voir des super beaux villages, on va dormir en gîte chez l'habitant. Parfois, on va dormir dans la cour de campement nomade. Parfois, on va être complètement isolé avec cet esprit de montagne, 100, puis avec des campements, quand même assez spectaculaires. On a des passages de rivières, on voit évidemment les gens travailler. Bref, ça reste, très, très, très varié, comme itinéraire. Toujours même chose, vous êtes accompagné par, une équipe avec des muletiers qui vont reporter toute la logistique. Hem, Là, quand on arrive dans l'Atlas, on voit justement on a vraiment une vue 360 environnante, là, sur tous les sommets, qui nous entourent. Quand je vous parlais des petits villages, typiques là, justement, en Pisé, c'est vraiment, ouais, ce genre de perspective qu'on peut avoir, quand on les traverse. L'ascension du Mgoun, c'est sûr que ça va être certainement la journée la plus exigeante du voyage parce que bon, bah, une ascension, c'est toujours un petit peu plus long, on a un peu plus de dénivelé aussi. Mine de rien, on est quand même à 4000 mètres, donc ça reste à prendre en considération. On aura peut-être le souffle un peu plus court, le rythme de marche devient plus lent aussi, mais ça reste, une avancée, puis un sommet qui est franchement très, très sympathique et qui offre, une super perspective. Là, on le voit, on a une très belle crête comme ça jusqu'au sommet.
Après avoir fait le sommet, bah, là, on arrive dans la vallée des Roses. Donc là, il faut redescendre pour arriver dans la vallée qui est une vallée aussi pré-saharienne. Donc là, on change complètement d'environnement. On va avoir au moins 2 jours les pieds dans l'eau à traverser cette rivière. Je trouve que ça donne une ambiance unique. Moi, j'ai adoré. J'avais l'impression vraiment d'être dans un canyon. J'aurais jamais imaginé être au Maroc. C'est c'est franchement très, très beau là. Donc on se rafraîchit aussi parce que forcément, il fait un petit peu plus chaud quand on arrive dans ce massif-là. Mais là, encore une fois, on retrouve les casbahs plutôt sahariennes. On retrouve aussi une végétation ultra luxuriante, des roses, des lauriers roses, bref, on change vraiment, complètement d'environnement. Donc on termine par cette vallée-là, notre beau voyage dans les montagnes. Idéalement, on y va de juin à septembre. On aime beaucoup y aller fin août, début septembre. Ça reste une saison qui est très agréable aussi, puis avec un petit peu moins de foule. Donc voilà, même chose. Tous les départs sont déjà en ligne pour celui-là. Ensuite, je vais vous parler des autres voyages qui sont pas nécessairement affichés comme des voyages en groupe réguliers. Par contre, c'est des voyages qui se font très, très bien, de façon, privée, sur mesure. Et en fait, ça concerne quand même tous nos voyages, même dans le désert. Si vous avez une demande pour juste, vouloir partir dans le désert, 5-6 jours sans devoir faire les montagnes parce que vous manquez de temps ou que bref, n'importe quoi, c'est vraiment hyper facile de pouvoir, vous organiser ça, de façon privée et sur mesure. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le massif du Sirois, c'est un super beau massif qui est, encore une fois dans l'anti-Atlas. Donc on est au sud de Marrakech, mais on prend pas tout à fait la même route, que nos voyages précédents. Un massif qui est ultra beau, qu'on pourrait faire en quelques jours aussi. En général, notre voyage est de 6 jours de marche. Donc depuis Marrakech, même chose, ça se fait très bien. Ça pourrait rentrer sur un voyage de 10-11 jours à peu près, qui reste aussi de façon modérée. Le Sirois, dans notre itinéraire, on fait l'ascension du Sirois qui est à un 3 300 mètres. Donc il y a quand même un petit challenge pour ceux qui veulent faire quand même une ascension puis une première montagne. Ça peut tout à fait être, un super point de départ pour débuter, là-dedans. Et ce que je trouve vraiment le fun avec le sirois, c'est qu'en peu de temps, bah, on peut avoir aussi beaucoup de contrastes de paysages. Donc on a, ces sortes de pics, basaltiques là qui ponctuent l'itinéraire, qui sont vraiment uniques qu'on retrouve dans cette, région-là. C'est aussi la région, du safran d'ailleurs, puis ça va être plus en octobre-novembre. C'est vraiment une période que je conseille, fin octobre, début novembre. Si vous avez une période à choisir pour le sirois, ça serait celle-ci parce que vraiment c'est on il y a tous les champs de safran sont en fleurs à ce moment-là. On voit les gens les récolter justement, prendre les petits pistilles et puis c'est très, très intéressant. Donc encore une fois, beau contraste. En faisant l'ascension du Sirois, ben, on change d'environnement, même chose, on est dans un environnement beaucoup plus minéral. On a toujours aussi ces petits villages qui ponctuent le chemin. On va dormir en camping et en gîte chez l'habitant. Donc on a également un beau contraste et une possibilité d'avoir les 2 aspects, de ce voyage-là. Donc quand on est en haut du Sirois, c'est à peu près ce genre de paysage à quoi il faut s'attendre. La lumière au Maroc est toujours aussi belle, même dans les montagnes et comme je vous disais, le la culture du safran est quand même, à l'honneur dans cette région-là. On peut aussi très bien y aller de avril, dans le fond, les saisons à privilégier, ce serait au printemps et à l'automne. Donc avril, mai et puis ensuite octobre, novembre, c'est l'idéal, pour ce voyage. Donc un voyage quand même très accessible et parfait, en groupe, en privé, ou sur mesure. Un autre voyage, qui est, très facilement, adaptable pour, les voyages, privés, ça va être les hauts plateaux nomades à la Vallée des Roses. C'est un voyage que j'ai eu la chance de repérer il y a déjà 2 ans dans mes souvenirs, 2 ans ou 3 ans. J'avais adoré, le contraste aussi qu'on peut retrouver dans cette région-là. Là, on va être plutôt dans le Moyen Atlas, bah, en fait, à la frontière entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas, donc un peu plus au nord. On va débuter sur des hauts plateaux, qui sont vraiment très peu fréquentés. Puis là, pour le coup, c'est une région que notre équipe connaît bien parce qu'elle est originaire de cette région-là. La Seine qui a grandi justement sur les hauts plateaux, s'est ensuite, avec sa famille, sédentarisée, du côté de d'Annergy, un petit peu plus au sud, un petit peu plus bas dans la vallée. Mais ce qui fait qu'il connaît très, très bien et ça nous permet vraiment d'être, hors sentier, classique. Je veux dire, quand j'y suis allée, j'ai vu absolument mais personne sur ces plateaux-là.
à part des nomades, des semi-nomades qui étaient dans la région. Donc ça en fait vraiment un volet, je trouve, culturel assez unique. On voit des gros, immenses genévriers comme ça dans le paysage. On croise, bah, comme je disais, on croise quand même du beau monde les sentiers. Là, exemple typique de semi-nomades qui se sont installés dans des sortes de grottes, des cavités comme ça. C'est franchement unique et ça donne une ambiance très spéciale. On peut voir des dromadaires à 2000, ben, on était quoi? On était à 2500, on va jusqu'à 3000 mètres sur ce voyage. Donc c'est quand même une belle, ouais, beau contraste. On dort en camping aussi. On peut très bien le faire plus court ce voyage. Normalement, ça c'est un voyage qui peut, bah, si on fait vraiment les hauts plateaux jusqu'à la vallée des Roses, c'est un voyage qui dure un peu moins de 15 jours, 14 jours au total. On parle de à peu près 10 jours de randonnée. Ça peut être aussi fait de façon plus modelée. Si vous avez un petit peu moins de temps, on peut très bien faire cet itinéraire aussi. Ensuite, on redescend dans la vallée des Roses. Puis alors là, la vallée des Roses, bah, je vous en parlais tantôt avec le Mgoun. On a les pieds dans l'eau, on est vraiment au pied du Mgoun. Donc les pieds dans l'eau, la bonne saison, ça va être mai-juin, puis ensuite septembre-octobre. Même chose pour les hauts plateaux nomades. Le genre de canyon que j'ai retrouvé en étant dans la vallée des Roses. Euh, des- Encore une fois, des paysages vraiment très contrastés. On pourrait très bien proposer juste la vallée des Roses euh, privée en formule liberté. Ça se fait aussi très facilement au départ de Marrakech. C'est une vallée qui est pas, je veux dire, qui demande pas un effort considérable. On parle de en tout cas d'un trek modéré à soutenu, toujours encore entre 5 et 6 heures de marche par jour. Des dénivelés qui ne sont pas non plus exagérés, peut-être autour de 500-600 mètres de dénivelé quotidien. Et ça reste très agréable bah, quand on est justement dans les petits villages comme Boutarar. On a l'impression d'être dans un petit oasis au milieu des montagnes. Un mot aussi sur la Dolce Vita au Maroc pour ceux qui veulent pas de camping, qui veulent vraiment dormir seulement en gîte ou en auberge ou en lodge, bah, c'est possible. La Vallée des Roses, entre autres, dont je viens de vous parler, elle peut se faire en camping, en campement, mais elle peut très bien se faire aussi en petite auberge, en petit gîte ou en casbah. Donc c'est vraiment facilement modulable pour ces itinéraires-là. Puis sinon, si on veut être dans les montagnes en gîte, on a une superbe adresse à Anergui. Je vous parlais d'Anergui parce que justement, la scène a grandi à Anergui. Ça, c'est son lodge. C'est toujours ses parents, son frère. C'est encore une histoire de famille et qui nous accueille ici. Et c'est très sympathique, très agréable. Depuis ce lodge-là, en fait, on peut vraiment faire des petites journées en étoiles. Donc, on a un super itinéraire aussi pour les familles dans cette portion du pays du Moyen Atlas. Parce que en fait, c'est comme un petit camp de base. On est dans ce lodge, c'est ultra confort. Puis on peut faire des randonnées à la journée. Il y a des gorges aux alentours, il y a des super beaux greniers, des petits villages, il y a le marché qu'on peut aller visiter. Bref, ça laisse vraiment plusieurs possibilités. On revient dormir au même endroit. Ensuite, on peut aller monter. En arrière du lodge, en fait, il y a une super belle rando. Encore une fois, on utilise un sentier qui est souvent emprunté par les nomades qui vont descendre pour aller en ville, pour aller faire des achats ou pour aller vendre des biens. Ben, nous, on va le remonter pour aller rejoindre un campement qui est tenu aussi par notre équipe. Là, on voit justement les gorges qui sont accessibles depuis le lodge. Et en fait, c'est un campement fixe, mais ultra confortable aussi. Donc, pour ceux qui recherchent plus de confort, pas du camping classique, ben là, on a des vrais lits, des vraies couvertures, il y a des sanitaires, etc. C'est quand même... Mais ça reste à petite échelle. Là, on parle pas d'un grand campement. Souvent, c'est pour nos groupes, c'est privatif. On a cet immense genévrier qui est impressionnant, sous lequel on adore prendre nos repas. Et de là, même chose, c'est un peu notre camp de base. On peut y rester 1 ou 2 nuits. Puis on va aller vraiment explorer les hauts plateaux, aller voir justement les semi-nomades qui sont installés, vraiment être un petit peu plus isolés.
Les voyages famille ont vraiment la cote aussi pour le Maroc. Ça reste une destination, je trouve, qui est idéale pour les familles avec même des jeunes enfants parce qu'on parle français au Maroc, donc le lien se fait super bien et super facilement avec nos équipes, avec nos guides, avec les gens qu'on rencontre. On mange bien, on est en mesure aussi de très bien d'adapter les repas. Il y a un côté très ludique qu'on peut créer aussi dans nos itinéraires. Là, par exemple, c'est un itinéraire qu'on a dans le sud, l'aventure au port du désert. On va faire des balades dans les palmeraies, on a l'assistance de d'ânes, de mules ou de dromadaires pour les petites jambes. On a des campements nomades aussi dans le désert. On a des super petits hébergements, des petits écologes, bref, ce qui fait que on est vraiment en mesure de proposer des beaux itinéraires, autant pour les familles, avec même des jeunes enfants. Ma fille avait 4 ans à l'époque, puis ça a super bien été. Donc, du haut de ses 4 ans jusqu'à plus âgé, évidemment. Alors, voilà pour nos voyages au Maroc. J'espère que ça fait le tour. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des interrogations quant encore au voyage, au niveau, à l'itinéraire, bah, vraiment n'hésitez pas en fait à nous appeler. Là aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de donner une idée de l'esprit en fait, du voyage, bah, des différents itinéraires qu'on offre. Mais si, en tout cas, si vous souhaitez vraiment faire quelque chose de plus de sur mesure, bah, ça nous fera plaisir de vous aider. Et sinon, bah, nos voyages de groupe, toutes les informations sont aussi sur le site. Donc, voilà, j'arrête le partage. Je vais juste aller regarder tout de suite. Bon, bah, en tout cas, merci pour la présence et pour l'écoute. Je reste disponible si jamais et bah, au plaisir, d'avoir, de vos nouvelles.